Chris Yapi demeure combatif. Les barboses cybernétiques d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron attaquent les plateformes numériques de Chris Yapi. Résistons et ripostons ensemble. Les services secrets d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron, aidés par des barbouzes odieux, ont lancé une série d'attaques lourdes contre mes plateformes sur le net. D'ailleurs, mon ancien compte Twitter, @ChrisYapi4, a lui été bloqué. Nos adversaires ont créé de nombreux comptes et chaînes fake juste pour limiter notre visibilité sur la toile et notre impact d'éveilleur de conscience. Ma chaîne YouTube principale, la Chris Yapi TV officielle, fait l'objet d'attaques cybernétiques quotidiennes. Alors il est très important de vous assurer d'être sur la chaîne authentique de Chris Yapi en adoptant des réflexes simples. Tout d'abord, le nom de la chaîne, Chris Yapi TV officielle. Ensuite, la validation de la chaîne par YouTube, le petit crochet. Enfin, le nombre élevé d'abonnés, qui en date du 10 décembre 2021 était supérieur à 404 000. Chers auditeurs, il nous faut rester combatifs. Voilà pourquoi Chris Yapi vient de créer une deuxième chaîne YouTube dénommée Chris Yapi TV New, ainsi qu'une chaîne Chris Yapi TV officielle sur Dailymotion pour parer à toute éventualité. Les adresses de toutes mes chaînes sont indiquées dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite à vous y abonner en grand nombre afin d'être toujours informé et de ne rien perdre de mes investigations. Notre but est de disperser l'énergie de l'ennemi et d'atteindre le plus grand nombre d'Africains et amis de notre continent en quête de démocratie et soucieux de la recherche de la vérité. Le combat devenu numérique est intense. En effet, depuis que nous avons annoncé les grands dossiers de Chris Yapi sur les scandales du gouvernement d'Alassane Ouattara, il ne se passe pas de jour sans que nous soyons l'objet d'attaques cybernétiques massives. Le but est de nous faire taire. Pourquoi? Que veulent-ils cacher au peuple? Les dossiers sont déjà au frigo. Barabana, c'est-à-dire le travail est fini. Restez à l'écoute, car bientôt Chris Yapi vous présentera ses nouvelles plateformes numériques. Nous demeurons combatifs. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Crime de haute trahison. Quand Alassane Ouattara offrait la Côte d'Ivoire comme base arrière à la France pour déclarer la guerre au Niger, inopinément, M. Jean-Marie Bockel dévoile le complot. La scène se passe le mercredi 6 novembre 2024 au Sénat français. Jean-Marie Bockel, ancien secrétaire d'État à la Défense et aux anciens combattants, ancien secrétaire d'État à la coopération et à la francophonie, et désormais envoyé personnel du président Emmanuel Macron pour l'Afrique, révèle, avec une désinvolture étonnante, un fait d'une gravité sans précédent. Lors de son audition devant la Commission de la Défense et des Forces armées du Sénat français, M. Bockel décrit sans détour comment, en quelques heures seulement, la France a pu déployer 2000 soldats à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la demande expresse d'Alassane Ouattara. Ce dernier, prêt à tout pour plaire à son maître, a offert le territoire ivoirien comme une base militaire pour une intervention armée au Niger, sans consultation ni accord du peuple ivoirien à travers son parlement, bafouant ainsi la constitution de son propre pays et violant les lois internationales. Ce geste relève du crime de haute trahison. En effet, en réponse à la question d'un sénateur sur l'efficacité du dispositif militaire français en Afrique, eu égard aux réductions drastiques des forces prépositionnées au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Tchad, la réponse de M. Bockel a été glaçante. La voici en intégralité. Ce qui compte, c'est pas le nombre de soldats, c'est ce qu'on fait ensemble mieux et plus adapté aux attentes. Et ce message passe. Qu'il y ait à Port-Bouët, à Abidjan, le 43e BIMA avec 600 ou 700 personnels, voire beaucoup moins, je ne donnerai pas de chiffres. Hein. Mais de toute façon, les chiffres, ils sont sortis avant même que ma mission ne démarre. Mais moi, j'allais dire chaque fois, les chiffres, on va bâtir ensemble. Oubliez les chiffres. Mais à l'arrivée, ce sera une baisse significative. Eh bien, quand je rencontre le président Ouattara,
Et je lui dis, voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux, à partir d'un dispositif socle, à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Ces paroles prononcées sans la moindre gêne révèlent l'ampleur de la subordination d'Alassane Ouattara. Non seulement il sacrifie la paix de son propre pays en acceptant de faire de la Côte d'Ivoire une base arrière pour une intervention armée illégale au regard du droit international contre un pays africain, mais il le fait avec une audace indécente, défiant ceux qui dénoncent cette connivence meurtrière. En effet, déterminé à rétablir au pouvoir son ami Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État militaire, et ce, quel que soit le coup en vies innocentes, Alassane Ouattara a pressé la CEDEAO d'agir en s'appuyant sur l'armée nigériane. Mais le président Bola Tinubu n'avait pas envie d'engager son pays dans une guerre sanglante contre le Niger, mais aussi contre le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui ont promis d'entrer en guerre aux côtés du Niger si ce pays était attaqué par la CEDEAO. L'une des phases de la stratégie du tyran Ouattara et ses complices était que l'armée française devait profiter de cette intervention militaire ouest-africaine pour entrer elle aussi dans le conflit et renverser le nouveau régime nigérien. Le Niger aurait été ainsi une nouvelle base militaire française pour déclencher une autre intervention militaire contre le Mali, puis le Burkina Faso. C'est ce complot qui vient d'être ainsi éventé par le sénateur Jean-Marie Bockel. Jean-Marie Bockel, quand il était secrétaire d'État à la coopération sous Nicolas Sarkozy, avait dénoncé en 2008 la France-Afrique, ce système de corruption, de cooptation politique et de relations affairistes entre Paris et ses anciennes colonies africaines. Il avait bravement déclaré, et je cite, « Je veux signer l'acte de décès de la France-Afrique. Je veux tourner la page de pratique d'un autre temps, d'un mode de relations ambigu et complaisant, dont certains ici comme là-bas tirent avantage au détriment de l'intérêt général et du développement. » Fin de citation. La sortie du secrétaire d'État avait provoqué la colère d'Omar Bongo Ondimba, qui avait fait savoir qu'il jugeait inacceptables les propos de M. Bockel. La réaction du président Sarkozy ne s'est pas fait attendre. Jean-Marie Bockel a été débarqué du ministère de la Coopération pour être affecté au ministère des Anciens Combattants, puis limogé du gouvernement quelques mois plus tard. Apparemment, cette fois, il a compris la leçon et est devenu un partisan de la France-Afrique, dont il loue les capacités d'intervention en Afrique pour renverser les régimes qui ne plaisent pas à Paris et pour soutenir militairement les régimes amis. L'intervention des parachutistes, des chasseurs bombardiers Rafale et des forces spéciales françaises à Niamey aurait acté de façon fracassante le retour des « affreux français » sur le continent. Heureusement que cela a échoué grâce à la solidarité et à l'unité des États de l'AES. N'est-ce pas que cela aurait été un énième épisode dans la longue liste des interventions criminelles de la France en Afrique? Rappelons-nous de la Libye, où sans mandat de l'ONU, la France a mené avec l'OTAN une intervention meurtrière tuant Kadhafi et plongeant le pays dans le chaos. Aujourd'hui, ce chaos se propage, entraînant la prolifération de groupes terroristes qui se sont abondamment servis dans les arsenaux libyens et qui sévissent aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad. Et Alassane Ouattara, dans son obsession de plaire à la France, est prêt à offrir la Côte d'Ivoire
pour semer la dévastation au Niger et plonger encore plus la région dans la désolation et le chaos. La question qui se pose est simple. Jusqu'à quand les Ivoiriens toléreront-ils qu'Alassane Ouattara transforme leur pays en marionnette de l'impérialisme français? Combien de temps encore la voix des peuples africains sera-t-elle étouffée par les intérêts égoïstes de dirigeants corrompus et serviles? C'est un appel à la résistance contre cette subordination honteuse. Les Ivoiriens, les Nigériens et les Africains méritent mieux que d'être des pions dans le jeu géopolitique de la France et de ses complices locaux. Il est temps que la vérité éclate et que les responsables de ces trahisons répondent de leurs actes. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Chers abonnés, votre perspicace et chevronné investigateur est toujours là, plus résolu et combatif que jamais, malgré le poids des ans et une répression féroce. L'année 2025 sera celle de tous les défis. Il est temps de se lever, de s'unir, de s'opposer à ceux qui veulent confisquer notre pays et notre destin. Il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chrissiapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Ensemble, restons informés, résistons et affirmons la force de notre conviction. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Révélation explosive. Les opérations clandestines de la France au Niger démasquées. Depuis des décennies, le Sahel reste un terrain de jeu stratégique où alliances et trahisons se tissent dans l'ombre. Aujourd'hui, des révélations fracassantes ébranlent les fondations même de la confiance régionale. Loin des discours officiels, les agissements de certains acteurs de l'ombre ont été mis en lumière. Des agents de la DGSE française, notamment Ludovic Gozéré, Yannick Milad et Quentin Rouziez, ont été identifiés parmi les figures majeures impliquées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Derrière le rideau des services de renseignement, des agents sous couverture non institutionnelle opéraient également. Parmi eux, Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Limoges, ancien chef de la sécurité de la CNPC, a vu son subterfuge révélé. Entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain, Barcela a été interpellé par les services de sécurité nigériens dès le lendemain, le 13 novembre 2024. Cet événement marque un tournant, une lueur révélatrice dans les méandres de la stratégie française. Les faits se précisent. Le 13 novembre 2024, le navire français Fadix Mud a quitté le Cameroun officiellement pour un exercice militaire. La réalité plus sombre semble être tout autre. Des accords établis le 11 octobre 2024 sur l'île de Libye-sous-Roi, à 27 km à l'est de Bosso, auraient scellé un pacte entre les représentants français et le clan Bakura de Boko Haram. L'objectif, la livraison de matériel à ces factions. Une preuve éclatante d'une stratégie où l'ambiguïté frôle la duplicité. Des rapports supplémentaires révèlent des connexions avec l'État islamique au Grand Sahel et d'autres factions comme le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que des cellules actives dans les régions de Kouroua à Sarma et Paouna au Nigeria. Pendant que les leaders militaires français affichent une solidarité de façade, une délégation des forces spéciales françaises
tiendrait des pourparlers directs avec Boko Haram sur une île située au cœur même du lac Tchad, territoire de la force multinationale mixte. Dans ce jeu, comme le dit l'adage, la hyène ne tourne jamais le dos à ses ambitions. Jean-Marie Bockel, lors de son intervention devant la commission de défense de l'Assemblée nationale, le 6 novembre 2024, a ajouté de l'eau au moulin. Il a reconnu publiquement l'agilité de la France dans le déploiement de 2000 hommes à Abidjan en quelques heures pendant la crise du Niger, tout en insistant sur l'importance stratégique de la mission et la réduction des critiques à l'échelle nationale. Cette déclaration met en lumière la réactivité de la France, mais laisse planer l'ombre d'une intervention militaire préméditée et calculée. Les preuves corroborant cet état de fait s'accumulent. Dès le 1er septembre 2023, 2 avions militaires A400M ont débarqué du personnel et du matériel à l'aéroport militaire d'Abidjan. Quelques jours plus tard, le porte-hélicoptère Mistral accostait à Cotonou, transportant du matériel qui avait transité par Abidjan et destiné à être acheminé vers Kandi, au nord du Bénin, en préparation d'une intervention contre le Niger. Cette même cargaison comprenait 10 blindés appartenant aux forces armées nigériennes, retenus par l'embargo et embarqués illégalement par le Mistral. À ce jour, la position de ces véhicules reste inconnue, malgré les correspondances répétées adressées aux autorités béninoises. La faiblesse de la stratégie de la DGSE, sous la direction déchue de Bernard Hémier, et l'échec à contenir les nouvelles générations d'Africains, déterminés à protéger leur souveraineté, expose Paris à la critique. Les documents internes, estampillés secrets, révèlent non seulement l'ampleur des actions entreprises, mais aussi les noms des agents impliqués et les procédures opérationnelles. Thomas Glioso, un espion de premier rang, après avoir été identifié dans des mouvements suspects autour du Niger, a été redéployé pour surveiller les relations d'armement entre les pays de l'AES et la Turquie, prouvant une fois encore l'obsession de la France pour le contrôle. Cependant, la Turquie, considérée comme un partenaire de confiance pour les nations du Sahel, continue de traiter ses homologues africains avec respect, ce qui contrecarre les efforts français. Le renseignement fourni par Thomas Glioso vise à entraver la stratégie de défense de ces nations et soutient les actions clandestines de la DGSE, dont les agents sont déployés pour former des groupes armés. La persistance des manœuvres, y compris la formation de pourparlers entre des représentants français et des éléments de Boko Haram, met en évidence un jeu dangereux de manipulation et d'ambition. L'heure est à la vigilance accrue des nations sahéliennes, particulièrement le peuple tchadien, pour déjouer ces stratégies insidieuses. Depuis le 20 juillet 2023, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger a lancé une lutte déterminée pour l'indépendance et la sécurité de la région, et il est impératif que cette détermination se poursuive. L'Hexagone s'appuie fortement sur son outil stratégique de domination, à savoir la DGSE, pour continuer à nous faire la guerre par procuration en formant et armant les terroristes pour faire le sale boulot. Pour elle, en demandant notre souveraineté, nous avons commis un crime de lèse-majesté et de ce fait, met tout en œuvre pour que le cas du Niger ne fasse pas école. Le président Macron, qui déjà en août, la première quinzaine du mois d'août 2023, avait initié une large concertation pour apporter une réponse corrective appropriée au peuple nigérien et au cas du Niger. Suite à ça, il a donné des instructions à un certain Jean-Marie Bockel, qui est le conseiller Afrique, paraît-il, de Macron, de trouver des solutions et en urgence pour que le cas Niger ne fasse école. Après plusieurs mois et presque un an d'études, c'est ce qui a conduit à ce fameux commandement pour l'Afrique. C'est le résultat de leur nouvelle trouvaille pour mettre les États de l'Afrique francophone
au pas. Et en tête, le Niger qui a osé demander sa souveraineté. L'audition devant la commission de défense de l'Assemblée nationale de Jean-Marie Bockel le 6 novembre 2024 n'a fait que confirmer ce que le CNSP a toujours dénoncé. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Et au stade actuel, nous disposons de tous les éléments qui corroborent cet état de fait. En effet, dans le cadre de cette intervention pour le moment différée, le 1er septembre 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il a été observé sur le tarmac de l'aéroport militaire 2 avions militaires français de type A400M ayant débarqué du personnel et du matériel. Aussi, le 7 septembre 2023, un navire de guerre de la marine française, le porte-hélicoptère amphibie Mistral, transportant une importante cargaison de matériel militaire, avait accosté au port de Cotonou pour débarquer sa cargaison initialement déchargée à Abidjan par les 2 porteurs A400M. Cette logistique sera ensuite acheminée vers le nord du pays, plus précisément à Kandi, en vue de participer à l'agression de la CEDEAO contre le Niger. Il est important de relever ici que le navire porte-hélicoptère Mistral avait servi pour embarquer illégalement 10 engins blindés appartenant aux forces armées nigériennes, alors bloqués au port de Cotonou du fait de l'embargo. À la date d'aujourd'hui, leur position reste inconnue malgré les multiples correspondances adressées aux autorités béninoises. Toujours nostalgique de sa position passée et dépassée, Paris persiste à vouloir déstabiliser le pays de l'AES au prix du ridicule. Ainsi, accusé d'être responsable de tous les échecs, Bernard Emié a été démis de son poste de directeur général de la DGSE. Ce même service qui fait l'affront à un continent tout entier en les considérant comme son précaré. Ce service d'un autre âge ne peut faire face à une génération d'Africains compétentes et jalouses de sa souveraineté. La faiblesse des protocoles utilisés par la DGSE française, malgré la pression exercée sur ses hauts cadres, en l'occurrence les sieurs Frédéric Valette, directeur technique, Romain Maschek, directeur technique adjoint et Pierre Beck, chef de service de renseignement technique, ne fera que plonger ce service dans les méandres de l'abîme. Les documents internes ci-après, dont la majorité sont estampillés secrets, laissent apparaître l'ampleur du complot et révèlent les procédures opérationnelles à mettre en œuvre ainsi que les fiches sur les agents impliqués dans la préparation de ce projet funeste, rappelant la période coloniale durant laquelle la France, pays se revendiquant comme celui des droits de l'homme, se permet d'agir contre un pays indépendant et souverain tel que le Niger. À titre d'exemple, le sieur Thomas Guglioso, après avoir été démasqué lors de tous ses mouvements dans le pays voisin du Niger, a récemment été réaffecté vers d'autres objectifs qui ne se démarquent pas de la volonté de la France de déstabiliser le Niger. En effet, ce dernier occupe à présent le poste de maître espion des relations entre les pays de l'AES et la République sœur de Turquie. Il est principalement chargé d'espionner tous les achats et acquisitions d'armements, de munitions et d'aéronefs du Niger, du Burkina Faso et du Mali auprès d'Ankara. Cependant, la France oublie que la Turquie reste et demeure un partenaire fiable pour les pays de l'AES qu'elle traite avec respect et dignité, sans aucune condescendance ni paternalisme. Le renseignement collecté par le tristement célèbre Thomas Guglioso sont utilisés pour faire échec à notre stratégie de lutte et viennent pour appuyer les agents du service action de la DGSE actuellement déployés pour former les terroristes. Il s'agit entre autres des agents Gosier Ludovic, Milad Yannick et Rousier Quentin. D'autres agents de la DGSE agissant sous identité
d'emprunt et sous couverture non institutionnelle également impliqués ont été démasqués à l'instar du sieur Marius Barcea, né le 28 décembre 1970 à Limoges, français et ancien chef de sécurité de la CNPC. Ce dernier entré frauduleusement au Niger le 12 novembre 2024 avec un passeport roumain a été interpellé par les services de sécurité du Niger le 13 novembre 2024. Nous appelons par ailleurs nos frères tchadiens à plus de vigilance car au moment où les chefs militaires français versent des larmes de crocodile à leur côté, une équipe des forces spéciales françaises est en discussion avec une délégation du groupe terroriste Boko Haram sur une île du lac Tchad en territoire d'un pays de la force multinationale mixte. N'est jamais tourné le dos à une hyène. Le 13 novembre 2024, un navire français du nom de Fa Dixmude a quitté le Cameroun pour le Bénin dans le cadre d'un exercice militaire. Les réelles missions de ce navire seraient de fournir du matériel au Boko Haram Clan Bakura, comme convenu suite aux accords du 11 octobre 2024 à Libié-Soroa, île du lac Tchad située à 27 km est de Bosso. Relevé des agents de la DGSE française dénoncés par le Niger et livré du matériel aux terroristes de l'État islamique au Grand Sahara et UGS ou la Kourawa à Sarma et à Baouna dans l'État de Sokoto au Nigeria ainsi que ceux du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM du Parc W et du Gourma. La quête de notre souveraineté entamée depuis le 26 juillet 2023 sous la houlette du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie nous impose le devoir de continuer à dénoncer tous les stratagèmes de la France contre ce nouvel élan jusqu'à la victoire finale. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Urgent, agissez maintenant. Ma chaîne principale YouTube, la Chris Yapi TV officielle, est l'objet de signalements et de violentes attaques de la part des rétrogrades et pourrait disparaître à tout moment. Pour continuer à suivre mes contenus et soutenir le combat pour la vérité, il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chris Yapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chaque abonnement compte dans cette bataille cruciale. C'est ensemble que nous ferons la différence. Ne remettez pas cela à plus tard. Abonnez-vous immédiatement et partagez autour de vous. Je compte sur vous tous. Le combat continue et il a besoin de vous. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Accord militaire français. Le Tchad dit non, la Côte d'Ivoire dit oui à la soumission. L'Afrique se réveille. L'Afrique consciente et souveraine s'élève peu à peu contre le joug de l'impérialisme français qui, pendant des décennies, a maintenu le continent dans une dépendance économique, politique et militaire. Cette fois, le Tchad, sous l'impulsion de son gouvernement, vient de marquer un tournant historique en mettant fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française. Une décision courageuse qui reflète une volonté claire de réaffirmer la souveraineté du pays et de redéfinir ses partenariats selon ses priorités nationales. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, un autre scénario se joue, celui de la soumission et de la continuité dans la dépendance, orchestré par Alassane Ouattara, en quête d'un 4e mandat illégal en 2025.
Dans son communiqué du 28 novembre 2024, le gouvernement tchadien a annoncé officiellement la fin de l'accord de coopération militaire avec la France, signé en 2019. Je vous en fais lecture. République du Tchad, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et des Tchadiens de l'étranger. Cabinet du ministre. N'Djamena, le 28 novembre 2024. Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisé en date du 5 septembre 2019, visant à renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux nations. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d'assurer une transition harmonieuse. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations. Le Tchad reste déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d'autres domaines d'intérêt commun, au bénéfice des deux peuples. Le gouvernement de la République du Tchad exprime sa gratitude à la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord et reste ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale. Le porte-parole du gouvernement, Abderrahmane Koulamala. Cette décision marque une rupture avec un système où la France, sous couvert d'une coopération, dictait souvent les règles du jeu. Le Tchad, fort de son indépendance proclamée il y a 66 ans, décide aujourd'hui de redéfinir ses relations internationales en plaçant sa souveraineté et ses intérêts nationaux au centre de ses priorités. Ce geste, bien que tardif, s'inscrit dans une dynamique où plusieurs pays africains expriment de plus en plus leur mécontentement face à la présence militaire française sur leur territoire. Ce n'est pas un rejet des relations franco-africaines, mais un appel à des relations d'égal à égal fondées sur le respect mutuel et la réciprocité. À l'opposé de cet élan d'indépendance, la Côte d'Ivoire, sous la gouvernance d'Alassane Ouattara, continue de s'illustrer comme un bastion de la soumission à la France. Tandis que le Tchad rompt ses chaînes, le despote ivoirien, lui, renforce les siennes. Déjà auteur d'un troisième mandat controversé en 2020, obtenu dans des conditions qualifiées d'illégitimes par l'opinion nationale et internationale, il s'apprête à récidiver avec un quatrième mandat en 2025. Pour cela, il compte sur l'appui de Paris, qui en échange de sa complaisance, continue de bénéficier de privilèges économiques et stratégiques en Côte d'Ivoire. Cette dépendance est maintenue par une série d'accords et de concessions, dont certains, comme les accords de défense, proclament la présence militaire française sur le sol ivoirien. L'Afrique d'aujourd'hui se trouve à un carrefour historique. D'un côté, des nations comme le Tchad montrent la voie en affirmant leur indépendance face à l'ancienne puissance coloniale, posant ainsi les bases d'une coopération internationale équilibrée et bénéfique pour leur population. De l'autre côté, un pays comme la Côte d'Ivoire, sous la direction d'un dirigeant préoccupé par sa survie politique, reste prisonnier de schémas coloniaux désuets qui freinent son développement et alimentent la frustration de ses citoyens. Le contraste entre le Tchad et la Côte d'Ivoire est criard. Tandis que l'un dit non à la soumission, l'autre s'y engouffre davantage.
Le peuple ivoirien mérite mieux. Il mérite une gouvernance audacieuse, capable de dire non à l'impérialisme et de tracer une voie indépendante et souveraine pour son avenir. La décision du Tchad est un signal fort pour tous les pays africains, encore pris dans les filets d'accords inéquitables avec la France. Elle démontre qu'il est possible de choisir une autre voie, celle de la dignité et de la souveraineté. Quant à la Côte d'Ivoire, son peuple devra se mobiliser pour briser les chaînes imposées par Alassane Ouattara et réclamer un leadership véritable au service des Ivoiriens. En 2024, l'Afrique consciente avance. Le Tchad montre la voie. La Côte d'Ivoire, elle, attend encore son réveil. Mesdames, Messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, c'est avec une forte conviction et une immense responsabilité que je m'adresse à vous ce soir, à la suite de l'annonce de la décision prise par le gouvernement de la République du Tchad concernant la rupture de l'accord de coopération militaire entre notre pays et la France. En effet, depuis plusieurs décennies, le Tchad et la France entretiennent une coopération dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine militaire. Cette rupture ne concerne que l'accord de coopération militaire dans sa configuration actuelle. Cet accord avait été signé à une autre époque, avec d'autres acteurs de part et d'autre et dans un contexte différent. Il visait à répondre aux défis communs d'une autre conjoncture nationale, régionale et internationale. Cependant, au fil du temps, cet accord est devenu obsolète, complètement obsolète. Il ne correspondait plus ni aux réalités sécuritaires, géopolitiques et stratégiques de notre temps, ni à nos attentes légitimes quant à la pleine expression de notre souveraineté. De la même manière, il ne nous apporte aucune valeur ajoutée réelle sur le terrain militaire où nous faisons face seuls à des défis variés et sérieux, notamment des attaques de dimension terroriste. Des défis sécuritaires nationaux et régionaux devant lesquels nos forces de défense et de sécurité se sont illustrées par une vaillance jamais démentie et une détermination sans commune mesure. Elles ont démontré et prouvé à chaque fois que cela est nécessaire et partout où elles ont été déployées qu'elles sont plus que capables de défendre l'intégrité de notre territoire et d'assurer la sécurité de nos concitoyens, voire contribuer efficacement à lutter contre le terrorisme à l'échelle régionale. Désormais, elles sont appelées à intégrer la nouvelle donne issue de la rupture de cet accord sur année qui, dans les faits concrets, ne change absolument rien. Au contraire, la rupture de cet accord doit engendrer, au niveau de nos forces de défense et de sécurité, plus d'engagement et plus de concentration pour mieux défendre l'intégrité du Tchad et assurer la sécurité de ses citoyens. Chers compatriotes, hommes de médias, cette décision n'a pas été prise de manière légère. Elle résulte d'une réflexion approfondie et d'une évaluation minutieuse. Elle répond à un engagement pris devant le peuple tchadien à travers mon projet de société ayant mis en exergue la promesse de bâtir des relations réciproques et équilibrées avec les pays frères et amis dans un esprit d'indépendance et de respect de la souveraineté des États. En tant qu'État souverain, fort de ces 66 ans de marche depuis la proclamation de la République,
le Tchad est pleinement en droit et même dans l'obligation de définir librement ses relations internationales, de choisir les formes de coopération qu'il souhaite et de conduire sa politique de défense en fonction de ses priorités. Nous avons ainsi décidé de mettre un terme à cette coopération militaire pour réorienter notre partenariat avec la France sur des domaines qui auront plus d'impact positif sur le quotidien de nos populations respectives. En outre, cette décision s'appuie sur plusieurs facteurs, parmi lesquels je cite: absence de réciprocité. La présence militaire française au Tchad ne se fonde pas sur une base réciproque. Le Tchad ne doit plus accepter aux autres ce qui ne lui est pas accepté par ces autres. C'est le sacré principe de réciprocité. Nécessité de réparation. Il est désormais primordial pour le Tchad de réparer les imperfections dans ses relations internationales. Choisir en toute indépendance les formes et les partenaires de sa coopération internationale selon ses priorités nationales. Renforcement de nos capacités. Cette rupture fait partie de notre volonté de bâtir une armée tchadienne en phase avec toutes ses responsabilités, plus autonome, plus engagée et plus responsable dans l'accomplissement de sa mission régalienne de défense de la patrie. Mes chers compatriotes, hommes des médias, je tiens à préciser, pour lever toute ambiguïté, que cette décision de rupture ne constitue en aucun cas un rejet de la coopération internationale ni une remise en question de nos relations diplomatiques avec la France. Nous restons ouverts à des échanges constructifs avec l'ensemble de nos partenaires, y compris la France. Et c'est dans le but d'établir de nouveaux cadres de coopération fondés sur les principes universels qui régissent les relations internationales. Par ailleurs, nous réaffirmons notre ferme engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme et à œuvrer pour contribuer à la sécurité régionale en étroite collaboration avec les pays voisins et toutes les nations qui partagent ces préoccupations. Le Tchad continuera de jouer tout son rôle et d'occuper toute sa place au sein des initiatives de renforcement de la paix et de la sécurité sur le continent africain en particulier et à travers le monde en général. Toutefois, notre priorité absolue reste la protection de notre peuple et de notre territoire. Je vous invite, mesdames, messieurs, à appréhender cette décision dans son contexte approprié. Il s'agit de renforcer notre souveraineté, de repenser nos relations internationales et d'assumer notre responsabilité dans l'édification d'une paix durable, tant au Tchad qu'au sein de notre région. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires dans l'esprit de respect mutuel. Nous appelons nos alliés à soutenir notre démarche et à accompagner le Tchad dans la consolidation de ses capacités de défense et de sécurité. Pour conclure, le gouvernement est instruit pour procéder à la mise en œuvre de ces décisions en prenant attache avec la partie française. Pour finir, mesdames, messieurs les journalistes, mes chers compatriotes, cette rupture de l'accord de défense avec la France s'inscrit dans le cadre d'une réévaluation nécessaire de nos priorités stratégiques. Le Tchad n'est nullement dans une logique de remplacement d'une puissance par une autre, encore moins dans une approche de changement de maître. Notre pays croit avec foi en sa capacité de défendre son intégrité et assurer la sécurité de ses citoyens et leur
bien. Cette décision constitue donc un acte souverain, mûrement réfléchi, entièrement assumé, visant à renforcer notre indépendance nationale et répondre à un engagement fort pris devant le peuple tchadien. Je vous invite donc à porter ce message à la communauté nationale et internationale dans un esprit de patriotisme et de professionnalisme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Chris Yapi demeure combatif. Les barboses cybernétiques d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron attaquent les plateformes numériques de Chris Yapi. Résistons et ripostons ensemble. Les services secrets d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron, aidés par des barbouzes odieux, ont lancé une série d'attaques lourdes contre mes plateformes sur le net. D'ailleurs, mon ancien compte Twitter, @ChrisYapi4, a lui été bloqué. Nos adversaires ont créé de nombreux comptes et chaînes fake juste pour limiter notre visibilité sur la toile et notre impact d'éveilleur de conscience. Ma chaîne YouTube principale, la Chris Yapi TV officielle, fait l'objet d'attaques cybernétiques quotidiennes. Alors il est très important de vous assurer d'être sur la chaîne authentique de Chris Yapi en adoptant des réflexes simples. Tout d'abord, le nom de la chaîne, Chris Yapi TV officielle. Ensuite, la validation de la chaîne par YouTube, le petit crochet. Enfin, le nombre élevé d'abonnés, qui en date du 10 décembre 2021 était supérieur à 404 000. Chers auditeurs, il nous faut rester combatifs. Voilà pourquoi Chris Yapi vient de créer une 2e chaîne YouTube dénommée Chris Yapi TV New, ainsi qu'une chaîne Chris Yapi TV officielle sur Dailymotion pour parer à toute éventualité. Les adresses de toutes mes chaînes sont indiquées dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite à vous y abonner en grand nombre afin d'être toujours informé et de ne rien perdre de mes investigations. Notre but est de disperser l'énergie de l'ennemi et d'atteindre le plus grand nombre d'Africains et amis de notre continent, en quête de démocratie et soucieux de la recherche de la vérité. Le combat devenu numérique est intense. En effet, depuis que nous avons annoncé les grands dossiers de Chris Yapi sur les scandales du gouvernement d'Alassane Ouattara, il ne se passe pas de jour sans que nous soyons l'objet d'attaques cybernétiques massives. Le but est de nous faire taire. Pourquoi? Que veulent-ils cacher au peuple? Les dossiers sont déjà au frigo. Barabana, c'est-à-dire le travail est fini. Restez à l'écoute, car bientôt Chris Yapi vous présentera ses nouvelles plateformes numériques. Nous demeurons combatifs. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Le président sénégalais à propos de l'armée française. Elle pillera bagage. Dans les contacts qu'il peut y avoir au niveau des chefs d'État, aucun sujet n'est tabou. Mais dans le travail que j'ai effectué à la demande du président de la République avec les 3 pays où je me suis déjà rendu, le Sénégal, ça n'a pas pu encore se faire puisqu'ils sont encore dans une séquence électorale. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a été dite. Il n'y a pas de demande de départ. Il y a un accord pour faire évoluer le dispositif. En fait, le cœur de mon travail, de mon rapport, qui est certes classifié, mais c'est en accord, et j'allais même dire à la demande des pays partenaires, de maintenir un dispositif socle qui peut évoluer, mais qui permet de déployer un certain nombre de partenariats existants et aussi d'ailleurs des discussions sur les attentes des pays concernés en matière d'équipement.
aviation, marine, armée de terre, sur lesquels nous sommes souvent déjà des partenaires et sur lesquels nous pouvons être en appui de nécessaires modernisations. C'est ça le sujet. Donc, dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État nous vous ont demandé de fermer de bases françaises. Il n'y aura pas de fermeture de bases françaises, on est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires et plusieurs d'entre eux nous ont dit on a bien compris le message. Ce qui compte, ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront, qui seront dans ce dispositif socle. Il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui compte pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Le Sénégal, ancienne colonie de la France, abrite encore aujourd'hui une présence militaire française avec environ 350 soldats répartis sur plusieurs bases, notamment à Dakar. Cette présence, héritage direct du passé colonial, soulève des questions sur la souveraineté nationale et l'indépendance réelle du pays. Dans une interview exclusive, le président sénégalais a pris position avec des paroles fortes. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Une dénonciation cinglante de l'absurdité et de l'incohérence de cette présence étrangère en terre sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye a laissé entendre avec clarté que la fin de cette présence militaire n'était qu'une question de temps, affirmant que, si cela doit être fait, les autorités françaises en seront informées et un calendrier sera établi. Ces paroles traduisent une volonté déterminée de restaurer pleinement la souveraineté nationale en rejetant toute forme d'ingérence étrangère. Cette revendication n'est pas sans rappeler un épisode marquant de l'histoire française. En 1966, le général Charles de Gaulle, président de la République française, a exigé le départ des troupes américaines stationnées sur le sol français depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette décision, motivée par le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, visait à restaurer la pleine souveraineté du pays et à affirmer son indépendance en matière de défense. Le général de Gaulle estimait qu'une présence militaire étrangère, même celle d'alliés historiques, était incompatible avec l'autonomie nationale. Les bases américaines furent fermées et les soldats américains et canadiens quittèrent la France. Cette action, applaudie à l'époque comme un geste d'affirmation nationale, a marqué une rupture symbolique avec toute forme de dépendance militaire étrangère. American military personnel and installations in France may only be a memory of General de Gaulle's April 1st, 1969. Un débat partage alors la Maison-Blanche. Réagir ou laisser faire. Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant « Si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. » Aujourd'hui, le paradoxe est frappant. La France, qui a fermement défendu son droit à une souveraineté totale en 1966, semble réticente à reconnaître les aspirations similaires de ses anciennes colonies, plus de 70 ans après leur indépendance. Cependant, au-delà de cette déclaration résolue, une réalité plus profonde se dessine. L'Afrique, et notamment le Sénégal, cherche à redéfinir ses relations avec la France. Le président a souligné que le Sénégal se tourne désormais vers des partenaires diversifiés, notamment en Asie, au Moyen-Orient et dans d'autres régions du monde. Dans ce contexte de concurrence internationale, la France, a-t-il prévenu, doit désormais offrir plus et mieux pour préserver sa place. De la volonté persistante de la France de continuer à s'ingérer dans les affaires intérieures des États africains. Répondant aux questions du journaliste Marc Perelman sur la chaîne de télévision française France 24 et répondant auparavant, le 6 novembre 2024, à une commission parlementaire française, M. Jean-Marie Bockel, représentant spécial du président de la République française en Afrique, a énoncé plusieurs affirmations qui attirent l'attention du cadre restreint de GPS. En effet, il ressort des propos tenus par M. Bockel,
un ancien secrétaire d'État à la coopération du gouvernement Sarkozy, qui avait du reste été éjecté de son poste en 2008 pour avoir voulu mettre fin à la Françafrique. L'armée française a bel et bien fait débarquer en 2023. Suite au coup d'État du 26 juillet de la même année au Niger, 2000 soldats en Côte d'Ivoire, afin d'intervenir militairement pour le rétablissement au pouvoir du président déchu, Mohamed Bazoum, poulain de la France. Les présidents des républiques du Gabon, du Tchad, de Côte d'Ivoire et sous réserve du Sénégal auraient marqué leur accord pour le maintien des bases militaires françaises sur leurs sols nationaux respectifs. La France maintiendra sa présence militaire en Afrique sous des formes visibles réduites, mais aussi sous des formes invisibles importantes, conformément aux révélations antérieures du général Didier Castres devant la même commission parlementaire française. Devant ces révélations d'une extrême gravité, qui démontrent les nombreuses dénégations des officiels français sur les intentions agressives de la France contre les pays africains déterminés à concrétiser leur liberté, le cadre restreint de GPS indique les observations et réactions suivantes. GPS indique devant la persistance de la France à vouloir s'ingérer par la force, la ruse et le mensonge dans les affaires intérieures des États africains souverains, plus de 60 ans après les indépendances proclamées des anciennes colonies et territoires sous tutelle française d'Afrique. GPS s'alarme de ce que M. Alassane Ouattara et le gouvernement de Côte d'Ivoire aient délibérément permis, au mépris de la Constitution et des règles internationales, l'utilisation du territoire ivoirien comme base arrière d'agression contre le peuple frère du Niger, tout en piétinant les principes de solidarité et de justice qui doivent lier les pays africains. GPS appelle les autorités ivoiriennes actuelles à répondre devant le Parlement et devant le peuple de Côte d'Ivoire des engagements pris dans leur dos pour une prolongation injustifiée de la présence militaire française sur notre territoire national. GPS, résolument engagé dans la dynamique de la souveraineté et de la solidarité africaine, appelle les troupes françaises à se retirer pacifiquement du sol ivoirien en particulier et africain en général pour mettre un terme à une occupation militaire paternaliste et pesante après l'épisode humiliant de la traite négrière. Cette déclaration sur l'armée française marque une rupture symbolique avec des décennies de dépendance militaire et politique post-coloniale. Si les bases françaises plient bagage, ce sera une victoire pour le Sénégal, mais aussi pour tous les peuples africains en quête de souveraineté véritable et d'indépendance totale. En somme, comme la France a jugé nécessaire en 1966 de demander le retrait des troupes étrangères pour préserver sa souveraineté, les nations africaines ont aujourd'hui le droit légitime de réclamer le départ des forces militaires étrangères de leur sol afin de consolider leur indépendance et leur autonomie. Les 11 accords secrets signés entre la France et les pays d'Afrique francophone, peu de gens le savent, mais ils existent. Il existe bel et bien des accords signés entre les anciennes colonies françaises et leur ancienne autorité administrative, la France. Ces accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout des accords économiques. La première, il faut le préciser, le premier pour moi, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Ça, c'est en un. On parle bien sûr, les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Voici le premier accord. Deuxième accord, la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde, entre guillemets, les réserves financières de 14 pays africains depuis 1961. Le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Ainsi, la gouvernance des politiques monétaires reste asynchrone et incomplète du fait qu'elles sont pilotées directement par le gouvernement français sans aucun lien avec les autorités financières des pays tels que la CEMAC ou encore la CEDEAO. Ainsi, du fait des conditions qui lient les banques des zones économiques et financières, elles sont obligées de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français.
ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État de l'année N-1, bien que la BEAC ou encore la BCEAO ont des possibilités de retrait supérieures auprès du Trésor français. Ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. Sans cet accord, eh bien, ils ne peuvent pas renflouer leur caisse. Messieurs, la décision finale revient donc au Trésor français qui a lui-même investi les réserves des pays africains sur la place boursière parisienne. En d'autres mots, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA sont africaines de par leur nom, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes. Pire encore, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserve financière qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenue par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds du Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là-dessus aux banques, ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement, des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait d'ailleurs il y a plusieurs années le docteur Gary K. Bush. 500 milliards de dollars des caisses africaines du Trésor français, on estime maintenant que la France détient, il faut le dire, 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à tout afin de combattre toute personne qui cherchera à faire la lumière sur le côté obscur de ce vieil empire. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France, on va le préciser également, leur permet d'accéder à seulement 15% de l'argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du Trésor français à des taux commerciaux. En fait, vous prêtez votre propre argent. Vous détenez de l'argent, mais vous le prêtez à vous-même. Allez savoir comment ça se passe. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Eh bien, si les pays africains ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. La grande interrogation, c'est pourquoi? Numéro 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. Eh bien, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. Allez savoir. 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Eh bien, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. Je vous prends un cas. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics. Eau, électricité, téléphonie mobile, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former des officiers militaires des colonies. Eh bien, grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et des accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation, vous avez bien compris, en France. Si je continue, ça va être encore plus compliqué que ça. Messieurs, en 6, le droit pour la France de déployer les troupes et d'intervenir militairement dans le pays pour défendre
ses intérêts. Pas les intérêts du pays en somme, mais ses propres intérêts. On parle bien sûr des intérêts de la France. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense, entre guillemets, attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Voilà pourquoi vous allez voir les bases militaires sur tout le continent africain. Je vais m'arrêter là pour l'heure. En cette, l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée pendant la colonisation. Elle s'appelle la francophonie et possède plusieurs organisations satellites. Eh bien, ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. On parle encore là de diplomatie. Est-ce cela en tout cas la diplomatie? 8. L'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. On en parle d'ailleurs sur ce plateau à bouche que vêtue. En 9, l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport de l'état des réserves. Je me pose souvent la question de savoir pourquoi. Je vais passer, pour ne pas tellement perdre du temps. En 10, pour terminer, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. J'explique. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? C'est la grande interrogation. Eh bien, la plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Je parle bien sûr de la France. Drôle, mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdit toute autre alliance militaire. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Vous ne pouvez pas vous allier avec un autre pays en dehors de la France. Ce qui vaut aujourd'hui à plusieurs chefs d'État africains de s'être alliés à la Russie, de s'être alliés à la Chine. Quelque part, on veut à tout prix les déstabiliser. Monsieur, voilà quelques 11 accords coloniaux qui ont été signés et on se pose souvent la question, pourquoi les avoir signés et pourquoi ces accords existent encore aujourd'hui où nous sommes le 5 novembre de l'an 2020. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chers abonnés, votre perspicace et chevronné investigateur est toujours là, plus résolu et combatif que jamais, malgré le poids des ans et une répression féroce. L'année 2025 sera celle de tous les défis. Il est temps de se lever, de s'unir, de s'opposer à ceux qui veulent confisquer notre pays et notre destin. Il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chris Yapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Ensemble, restons informés, résistons et affirmons la force de notre conviction. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara tente de jouer à Assimi Goïta en surfant sur les revendications souverainistes des peuples ouest-africains. Voici la vérité. Dans les contacts qu'il peut y avoir au niveau des chefs d'État, aucun sujet n'est tabou. Mais dans le travail que j'ai effectué à la demande du président de la République avec les 3 pays où je me suis déjà rendu,
Sénégal, ça n'a pas pu encore se faire puisqu'ils sont encore dans une séquence électorale. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui m'a été dite. Il n'y a pas de demande de départ. Il y a un accord pour faire évoluer le dispositif. En fait, le cœur de mon travail, de mon rapport, qui est certes classifié, mais c'est en accord, et j'allais même dire à la demande des pays partenaires, de maintenir un dispositif socle qui peut évoluer, mais qui permet de déployer un certain nombre de partenariats existants et aussi d'ailleurs des discussions sur les attentes des pays concernés en matière d'équipement, aviation, marine, armée de terre, sur lesquels nous sommes souvent déjà des partenaires et sur lesquels nous pouvons être en appui de nécessaires modernisations. C'est ça le sujet. Donc, dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État nous ont demandé de fermer de bases françaises. Il n'y aura pas de fermeture de bases françaises, on est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires et plusieurs d'entre eux nous ont dit on a bien compris le message. Ce qui compte, ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront, qui seront dans ce dispositif socle. Il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui compte pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Alassane Ouattara est un menteur, et cela, le président Laurent Gbagbo, son prédécesseur, l'avait déjà clamé haut et fort. Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Lors de son adresse de fin d'année à la nation, le vieux Grigou a tenté une lamentable bravade, laissant entendre qu'il avait lui-même exigé, presque menacé la France de retirer ses troupes d'occupation du territoire ivoirien. En réalité, il cherche désespérément à se comparer à des figures historiques ou actuelles qui ont eu le courage de défendre la souveraineté de leur pays. En 1966, avec une audace qui force le respect, le général de Gaulle a demandé le retrait des troupes américaines du sol français, affirmant que la France devait retrouver sa pleine souveraineté. American military personnel and installations in France may only be a memory if General de Gaulle's April 1st, 1969... Un débat partage alors la Maison-Blanche. Réagir ou laisser faire. Johnson tranche. Lyndon Johnson a réagi en disant « Si quelqu'un vous demande de quitter sa maison, vous prenez votre chapeau et votre manteau, vous dites au revoir et vous partez sans faire de vagues. » Plus récemment, le général Assimi Goïta, leader du Mali, a fermement exigé le départ des forces françaises malgré l'opposition de Paris. Mais Alassane Ouattara, lui, n'a rien de ces hommes. Contrairement à De Gaulle ou Goïta, il n'a fait que capituler devant les intérêts étrangers tout au long de son règne. Se sachant en complet décalage avec les aspirations légitimes des peuples ouest-africains pour plus de souveraineté, le vieux filou a tenté de s'attribuer une fausse gloire en affirmant. Attends. Tu as lancé? C'est Oui, bon? c'est bon. Oui, donnez le autre. Oui, c'est bon. C'est le France. Christophe est bon aussi. Le son bien. Chères sœurs, nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Boué, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Mais rien n'est plus faux. En réalité, ce retrait n'a rien de concerté. La décision a été prise souverainement par la France après une série d'humiliations infligées par les peuples du Mali, du Burkina Faso et du Niger,
qui ont chassé les forces françaises de leur territoire. Cherchant à limiter les dégâts sur son image, Paris a opté pour le retrait de ses troupes dans plusieurs pays africains, sauf à Djibouti. Et que fait le vieux Grigou face à cette décision? Le poltron des lagunes, incapable de tenir tête à ses maîtres, a supplié les larmes aux yeux pour que les troupes françaises restent en Côte d'Ivoire. Oui, supplié. Jean-Marie Bockel, lors de son intervention au Sénat français, l'a confirmé avec clarté. Lorsque j'ai informé Alassane Ouattara de la décision de la France de retirer ses troupes de Côte d'Ivoire, il a supplié pour leur maintien. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car les forces françaises disposaient de la capacité de se redéployer rapidement si nécessaire. Ce qui compte, c'est pas le nombre de soldats, c'est ce qu'on fait ensemble mieux et plus adapté aux attentes. Et ce message passe. Qu'il y ait à Port-Bouët, à Abidjan, le 43e BIMA avec 600 ou 700 personnels, voire beaucoup moins, je ne donnerai pas de chiffres. Hein. Mais de toute façon, les chiffres, ils sont sortis avant même que ma mission ne démarre. Mais moi, j'allais dire chaque fois, les chiffres, on va bâtir ensemble. Oubliez les chiffres, mais à l'arrivée, ce sera une baisse significative. Eh bien, quand je rencontre le président Ouattara, je lui dis, voilà, ce qui compte, c'est pas qu'il y ait telle ou telle centaine de soldats qui sont là traditionnellement, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble mieux, à partir d'un dispositif socle, à partir permanent, à partir de ce qu'on appelle une capacité d'entrée en cas de nécessité, en cas d'attente du partenaire, que ce soit pour des exercices, que ce soit pour de la géométrie variable, hein, en fonction également de la menace, en fonction des attentes, eh bien, c'est ça qui compte. Hein. Quand il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, je pense que un des, comment dirais-je, des aspects importants de la mission, c'est d'avoir réussi quand même vis-à-vis des partenaires à faire passer ce message, y compris d'ailleurs au niveau de l'institution militaire en France. Les critiques ont baissé, la compréhension est meilleure. Comment, après cela, l'octogénaire supermenteur ose-t-il se comparer au général Assimi Goïta, qui a tenu tête à la France avec fermeté, exigeant et obtenant le départ des forces françaises, malgré l'opposition de Paris? Le vieux Grigou, lui, est un imposteur de la pire espèce, un pantin manipulé, incapable de défendre la souveraineté de son pays. Ce départ des troupes françaises, qu'il présente comme une victoire personnelle, n'est rien d'autre que le résultat d'une décision unilatérale de la France contre laquelle il a vainement tenté de s'opposer. Alassane Ouattara est une honte pour la Côte d'Ivoire, un maître dans l'art de la duplicité et de la soumission aux intérêts étrangers. Nous avons eu avec le président de la République un échange à la fois très, pour nous, très marquant. Hein, le président a pris le temps, bien sûr, de nous écouter, mais aussi de nous parler, de nous donner sa vision sur la fois son pays et l'environnement régional. Nous avons, dans cet esprit, bien sûr, et dans cet échange riche, eu l'occasion de saluer la qualité de la relation entre la France, et la France aussi comme partenaire européen avec les autres pays européens ici présents, et je les ai encore rencontrés hier, de la Côte d'Ivoire, de son développement, des enjeux. Hein, et c'est d'abord cette vision sur la relation dans son ensemble, hein, dans sa dimension à la fois, bien sûr francophone, et donc culturelle, mais également dans tous les domaines, de l'économie, de la relation entre les personnes. Le partenariat militaire et sécuritaire se situe dans ce contexte. Nous avons évoqué les perspectives, hein, de ce partenariat en matière de sécurité, et qui sont dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Au Sénégal,
Je ne parlerai pas de Djibouti, puisque Djibouti, c'est beaucoup d'autres puissances qui sont là-bas. Les Français vont dire, bon, vous voyez, le Niger ne nous aime pas, ils disent que nous sommes en Djibouti. Donc je leur fais cadeau de Djibouti. Et pour me concentrer sur ces quatre-là, ces forces-là, on va faire croire aux Africains qu'elles ont été désengagées. Et pour ce faire, ils ont annoncé au Tchad, ils ont 1000 hommes. 1000 hommes, j'ai dit bien 1000 hommes. Or, comme nous le savons, plus de 1300 de leurs 2000 hommes désengagés du Niger sont restés au Tchad. Ceux qui sont partis par la voie routière, c'est nous qui les avons escortés jusqu'à la frontière à Daboa. Donc nous connaissons leurs effectifs, ils sont plus de 1300. Et à cela s'ajoute déjà à peu près 10 000 hommes repartis sur les camps saturés de N'Djamena, de Faye à Larjo et de Abéché. Et tout cela, on ne fait qu'à que 2000 hommes sur les 11 000 et quelques. Et de ces 1000 hommes, 600 à 700 vont être désengagés. Mais le désengagement, ne vous y trompez pas, c'est un vol de jour avec un atterrissage de nuit. Mais pour revenir toujours et pour aller un peu plus vite, au Gabon, ils ont prévu également de réduire leurs effectifs. C'est le cas également au Sénégal. En Côte d'Ivoire, ils n'ont pas prévu de réduire les effectifs. La remise du 43e BIMA, c'est juste une formalité. D'accord. On vous restitue le 43e BIMA, mais les soldats français qui sont dans le 43e BIMA seront redéployés dans les autres positions occupées par l'armée française à l'intérieur du territoire ivoirien. Donc c'est ça la grande trouvaille du commandement pour l'Afrique. Mais mieux, ils ont désigné 6 pays où ils vont déployer des forces spéciales ou des forces particulières, pour ne pas dire forces spéciales. Ces 6 pays de l'Afrique, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le rapport que Jean-Marie Bockel a présenté. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Urgent, agissez maintenant. Ma chaîne principale YouTube, la Chris Yapi TV officielle, est l'objet de signalements et de violentes attaques de la part des rétrogrades et pourrait disparaître à tout moment. Pour continuer à suivre mes contenus et soutenir le combat pour la vérité, il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chris Yapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chaque abonnement compte dans cette bataille cruciale. C'est ensemble que nous ferons la différence. Ne remettez pas cela à plus tard. Abonnez-vous immédiatement et partagez autour de vous. Je compte sur vous tous. Le combat continue et il a besoin de vous. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Légionnaires français arrivés en Côte d'Ivoire dans la nuit du 19 au 20 décembre 2024. La déstabilisation de l'AES à l'ordre du jour.
Les hiboux de Krissiapi, toujours sur le qui-vive, ont détecté et observé, bien caché, l'arrivée dans la nuit du jeudi au vendredi 19 au 20 décembre 2024 de plusieurs aéronefs français à l'aéroport d'Abidjan. Ces avions transportaient des armes de guerre et des légionnaires français dans une opération soigneusement dissimulée. Cette information est indiscutable et soulève des questions sur les véritables intentions de ces militaires français en Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara dit la fiole, heureux et tout excité comme un pou, a prétendu et justifié leur présence par la nécessité de sécuriser les festivités de fin d'année. Mais rien n'est plus faux. Cette justification est risible et ne tient pas debout. Depuis quand une nation souveraine, indépendante depuis 1960, a-t-elle besoin de légionnaires étrangers français pour garantir la sécurité de ses fêtes? La vérité est tout autre. Ces légionnaires français profitent de l'effervescence des festivités de fin d'année pour se dissimuler et passer inaperçus. Les fêtes de fin d'année, période où l'attention des citoyens est relâchée et où les autorités locales sont focalisées sur la sécurité intérieure, constituent une couverture idéale. En outre, cette période stratégique permet à ces forces étrangères d'échapper au système de surveillance avancé, notamment les satellites russes et chinois, préoccupés par la sécurité intérieure de leur propre pays. Ces puissances, observant de près les activités militaires dans la région, pourraient facilement détecter des mouvements suspects en temps normal. Mais en cette période festive, les déplacements de troupes et d'équipements, sous couvert de célébration, sont plus difficiles à suivre et à interpréter. Ainsi, ce timing n'est pas une coïncidence, mais une manœuvre délibérée. En réalité, ces légionnaires sont en Côte d'Ivoire, non pas pour assurer la sécurité des Ivoiriens, mais pour préparer des opérations subversives contre l'Alliance des États du Sahel. Cette coalition, en plein essor, incarne une résistance ferme contre les ingérences étrangères et les pratiques néocoloniales. Les récents succès de l'AES irritent les puissances occidentales qui cherchent à fragiliser ces nations en exploitant des bases stratégiques comme la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, en autorisant ses forces à opérer depuis le sol ivoirien, trahit les aspirations d'indépendance et de souveraineté de son peuple et des peuples africains. Le dictateur des lagunes transforme la Côte d'Ivoire en un pion dans des luttes géopolitiques qui ne concernent pas les Ivoiriens. Cette soumission volontaire expose notre pays à des risques inutiles et contribue à la déstabilisation de la sous-région ouest-africaine. Cela fait plusieurs mois que Krissiapi alerte les nations de l'AES sur ces manœuvres dangereuses. La venue des légionnaires français en pleine période festive n'est qu'une étape supplémentaire dans un plan d'action soigneusement élaboré pour frapper l'AES au cœur. Les Ivoiriens doivent s'interroger. Pourquoi leur pays est-il utilisé comme une plateforme pour des agendas étrangers? Pourquoi leur gouvernement accepte-t-il de compromettre la paix régionale et la sécurité nationale au profit d'intérêts extérieurs? Déclaration du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Soucieux de défendre la dignité de leur peuple, de préserver l'intégrité de leur territoire face aux velléités impérialistes et néocolonialistes, leur Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont créé le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Ce nouvel élan décisif, porté par une volonté commune d'accéder à une souveraineté véritable et d'amorcer une réelle dynamique des peuples, s'est renforcé suite au retrait des 3 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 28 janvier 2024 et la création de la Confédération des États du Sahel AES le 6 juillet 2024. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que, depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique,
portée par des aspirations légitimes à la liberté et la paix, la junte française impérialiste sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali et du Niger de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait à la junte française et à ses supplétifs de planifier et de conduire des actions de déstabilisation contre l'AES. En lieu et place d'une gestion concertée entre l'AES et la CEDEAO des aspects techniques liés au retrait avec effet immédiat, le Collège des chefs d'État a été surpris de cette décision unilatérale de prorogation qui ne saurait lier les pays de l'AES. Le Collège des chefs d'État constate avec regret qu'au sein de la CEDEAO, des manœuvres de déstabilisation sont régulièrement initiées par une poignée de chefs d'État qui imposent leurs desiderata et des agendas étrangers au reste de l'organisation. À l'évidence, ces actions viennent prouver la question sécuritaire à laquelle s'attaquent avec succès les pays de l'AES dans la sous-région et dont le bénéfice profite à toute la région n'est pas une préoccupation réelle pour ces acteurs à la solde d'un maître aux abois. Aussi, le Collège des chefs d'État suit avec une grande attention les manœuvres de tromperie initiées par la junte française, prétextant de fermer ses bases militaires dans certains pays africains pour les remplacer par un dispositif moins visible, mais poursuivant les mêmes velléités néocoloniales. À ces activités s'ajoutent des opérations de réorganisation et de regroupement de groupes terroristes dans le bassin du lac Tchad, le Sahel et dans certaines zones frontalières, à savoir Niger-Nigeria, Niger-Bénin, Niger-Burkina, Bénin-Burkina. Ceux-ci reçoivent de la part d'États étrangers des appuis divers, notamment financiers et des moyens logistiques visant à déstabiliser l'AES. Face à la gravité de ces faits, le Collège des chefs d'État de la Confédération 1. Décide de mettre les forces de défense et de sécurité en état d'alerte maximale. 2. Décide de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires, coexistant avec des théâtres militaires nationaux en cours. 3. Appelle les populations de l'AES à redoubler de vigilance, à dénoncer systématiquement tout fait suspect aux forces de sécurité et à rejeter les propositions d'enrôlement au sein des groupes terroristes. Le Collège des chefs d'État réitère son engagement à poursuivre avec détermination le combat du peuple de l'AES pour sa souveraineté véritable et sa dignité. Fait à Bamako le 22 décembre 2024, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chris Yapi demeure combatif. Les barboses cybernétiques d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron attaquent les plateformes numériques de Chris Yapi. Résistons et ripostons ensemble. Les services secrets d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron, aidés par des barbouzes odieux, ont lancé une série d'attaques lourdes contre mes plateformes sur le net. D'ailleurs, mon ancien compte Twitter, @ChrisYapi4, a lui été bloqué. Nos adversaires ont créé de nombreux comptes et chaînes fake juste pour limiter notre visibilité sur la toile et notre impact d'éveilleur de conscience. Ma chaîne YouTube principale, la Chris Yapi TV officielle, fait l'objet d'attaques cybernétiques quotidiennes.
Alors il est très important de vous assurer d'être sur la chaîne authentique de Chris Yapi en adoptant des réflexes simples. Tout d'abord, le nom de la chaîne, Chris Yapi TV officiel. Ensuite, la validation de la chaîne par YouTube, le petit crochet. Enfin, le nombre élevé d'abonnés, qui en date du 10 décembre 2021 était supérieur à 404 000. Chers auditeurs, il nous faut rester combatifs. Voilà pourquoi Chris Yapi vient de créer une deuxième chaîne YouTube dénommée Chris Yapi TV New, ainsi qu'une chaîne Chris Yapi TV officielle sur Dailymotion pour parer à toute éventualité. Les adresses de toutes mes chaînes sont indiquées dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite à vous y abonner en grand nombre afin d'être toujours informé et de ne rien perdre de mes investigations. Notre but est de disperser l'énergie de l'ennemi et d'atteindre le plus grand nombre d'Africains et amis de notre continent en quête de démocratie et soucieux de la recherche de la vérité. Le combat devenu numérique est intense. En effet, depuis que nous avons annoncé les grands dossiers de Chris Yapi sur les scandales du gouvernement d'Alassane Ouattara, il ne se passe pas de jour sans que nous soyons l'objet d'attaques cybernétiques massives. Le but est de nous faire taire. Pourquoi? Que veulent-ils cacher au peuple? Les dossiers sont déjà au frigo. Barabana, c'est-à-dire le travail est fini. Restez à l'écoute, car bientôt Chris Yapi vous présentera ses nouvelles plateformes numériques. Nous demeurons combatifs. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Les 4 espions français détenus au Burkina Faso ont été libérés. Chris Yapi l'avait prédit. Chers abonnés, je vous pose une question en toute sincérité. N'ai-je pas été le seul à affirmer ici, contrairement à toute la presse internationale, que la libération des 2 gendarmes ivoiriens n'était pas due à la médiation togolaise, mais plutôt à celle du Maroc? Deuxièmement, n'ai-je pas également déclaré que c'était la France qui était derrière ces démarches? Troisièmement, n'ai-je pas prédit qu'après la libération des 2 gendarmes ivoiriens, ce serait au tour des 4 espions français? Sur tous ces points, ai-je eu tort? Aujourd'hui, un article du journal Le Figaro confirme clairement mes propos. Emmanuel Macron a effectivement appelé le roi du Maroc pour le remercier. Je vous invite à écouter cet article pour en juger par vous-même. Burkina Faso, 4 Français détenus ont été libérés. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le roi du Maroc afin de le remercier de la réussite de la médiation qui a rendu possible la libération de nos 4 compatriotes retenus depuis un an au Burkina Faso. 4 fonctionnaires français accusés d'espionnage et détenus depuis un an au Burkina Faso ont été libérés, a appris jeudi l'AFP auprès de la Direction générale du renseignement extérieur français, DGSE, qui confirmait des informations de la presse marocaine. Le président Emmanuel Macron s'est entretenu hier, mercredi 18 décembre 2024, au téléphone avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, afin de le remercier chaleureusement de la réussite de la médiation qui a rendu possible la libération de nos 4 compatriotes retenus depuis un an au Burkina Faso, a réagi l'Élysée. Les 4 hommes avaient été interpellés dans la capitale burkinabé le 1er décembre 2023 et étaient présentés par les autorités comme des agents de la DGSE. Une source diplomatique française avait alors indiqué qu'il s'agissait de 4 fonctionnaires, détenteurs de passeports diplomatiques et de visas, mais elle avait rejeté les accusations selon lesquelles ces techniciens auraient été envoyés au Burkina Faso pour d'autres motifs que leur travail de maintenance informatique. Depuis, les autorités françaises étaient restées discrètes sur le sort de ces 4 Français. Les relations entre la France et le Burkina se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 du capitaine Ibrahim Traoré, par un coup d'État, le 2e en 8 mois. L'ambassade française n'est plus dirigée que par un chargé d'affaires depuis que les autorités burkinabées ont obtenu le départ de l'ambassadeur Luc Alade. En avril, 2 conseillers politiques de l'ambassade ont été déclarés persona non grata pour activité subversive et priés de quitter le pays. Toutefois, les autorités burkinabées doivent rester vigilantes. Lorsque la France décidera de frapper le régime du Burkina Faso, le Maroc ne sera pas là pour les défendre. Rappelons-nous que Mouammar Kadhafi
dans un souci d'apaisement, avait financé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Mais lorsque le moment est venu pour la France de frapper la Libye, personne ne s'est interposé. La France n'oubliera jamais qu'une de ses anciennes colonies a osé arrêter ses citoyens, qui plus est des agents de ses services de renseignement. Elle cherchera tôt ou tard à se venger. Il est évident que les espions français finiraient par être libérés, mais personnellement, j'aurais préféré que ce soit sous les auspices d'un pays fiable, capable de nous apporter de la plus-value. Peut-être la Chine. En tout cas, un pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, en temps voulu, aurait pu faire usage du droit de veto. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chers abonnés, votre perspicace et chevronné investigateur est toujours là, plus résolu et combatif que jamais, malgré le poids des ans et une répression féroce. L'année 2025 sera celle de tous les défis. Il est temps de se lever, de s'unir, de s'opposer à ceux qui veulent confisquer notre pays et notre destin. Il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chris Yapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Ensemble, restons informés, résistons et affirmons la force de notre conviction. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Le régime Ouattara transforme la Côte d'Ivoire en État militarisé, une dictature qui tremble pour sa fin. Le régime Ouattara poursuit sa stratégie de militarisation et d'intimidation de la population ivoirienne sous le prétexte fallacieux de sécurisation des frontières. Le jeudi 31 octobre 2024, un détachement militaire composé de 70 hommes, dont 35 membres des forces spéciales et 35 de la brigade blindée, a fait son entrée dans la sous-préfecture de DBT, au nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Tengrela. Commandé par le capitaine Koulibaly Nanga Oumar et sous la supervision directe du colonel Eouman Kwasi, ce déploiement est officiellement présenté comme un exercice de protection des frontières. Mais quelle est la véritable intention derrière cette démonstration de force? Sous le couvert de manœuvres de sécurisation, le régime du tyran Ouattara tente de consolider son emprise dictatoriale en terrorisant la population et en étouffant toute forme de contestation. Depuis plusieurs années, ce pouvoir répressif use de la force militaire, non pas pour protéger les citoyens, mais pour servir ses propres intérêts de contrôle et d'autoritarisme. Il est carrément interdit à l'opposition et à la société civile de battre le pavé pour une quelconque revendication. Pourquoi mobiliser autant de forces spéciales pour une simple opération de sécurisation de frontières? Pourquoi impliquer même des forces spéciales françaises, représentées ici par le capitaine René Dunon? Cette intrusion étrangère dans les affaires militaires ivoiriennes, qui est une véritable ingérence, pose de sérieuses questions sur la souveraineté du pays, mais aussi et surtout sur l'autonomie de son armée. En réalité, cette présence militaire renforcée ne vise qu'à préparer le terrain pour des actions de répression plus brutales, en vue de mater les voix dissidentes qui osent encore s'élever contre ce régime corrompu. En imposant une telle présence armée dans des zones rurales comme DBT, Alassane Ouattara cherche à rappeler aux Ivoiriens
que son pouvoir ne connaît aucune limite géographique ni morale. Tout cela, bien sûr, sous le regard complice de certaines puissances étrangères qui profitent de cette situation pour sécuriser leurs propres intérêts en Côte d'Ivoire au détriment de la liberté des Ivoiriens qui sont livrés à leur propre sort. La Côte d'Ivoire est ainsi en train de se transformer en un État militarisé dans lequel chaque citoyen est vu comme une menace potentielle au régime en place. Le dictateur des lagunes a depuis longtemps abandonné les valeurs démocratiques, préférant se retrancher derrière ses blindés et ses soldats d'élite pour museler le peuple. Il se cache derrière les canons du palais pour martyriser le peuple ivoirien en faisant fi des libertés individuelles. Au lieu de se soucier de la sécurité des frontières face à des menaces extérieures, ce régime tyrannique concentre ses forces sur la répression intérieure à l'image d'un pouvoir qui se sait de plus en plus fragilisé. Et à l'analyse de la loi de finances ivoirienne, on note que le budget alloué aux questions de défense s'élève à près de 400 milliards de francs CFA en 2024. Pour 2025, le budget global du pays serait en hausse de 11% par rapport à l'année d'avant. Il faudra s'attendre à une augmentation des prévisions au niveau de la défense dans un pays où des efforts considérables de réduction du coût de la vie sont attendus en vain par les Ivoiriens, dans un contexte de cherté galopante, de corruption légalisée et de népotisme. Les opérations militaires annoncées dans cette région, pour une durée de 72 heures, du 1er au 3 novembre 2024, ne sont qu'une façade pour une opération de surveillance et d'intimidation. Il est indécent de présenter ces manœuvres comme un simple exercice, alors que la population de DBT et des alentours est en réalité soumise à une occupation militaire déguisée. La présence des forces spéciales françaises, sous la direction de cadres militaires ivoiriens entièrement acquis à la cause d'Alassane Ouattara, est une preuve accablante que ce régime n'a aucune intention de relâcher son emprise sur le pays. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Ils voient bien derrière ces manœuvres les intentions réelles de ce régime qui s'accroche au pouvoir par la terreur et la militarisation du pays. Mais jusqu'à quand cette politique de terreur pourra-t-elle tenir? Le peuple ivoirien aspire à la liberté, à la justice et à une véritable démocratie. Face à l'injustice, chaque déploiement militaire, chaque démonstration de force ne fait que renforcer la détermination d'un peuple qui n'oublie pas. Alors que les forces spéciales paradent dans des BT et que des soldats étrangers foulent le sol ivoirien, les citoyens ivoiriens, eux, restent vigilants. Ils savent que derrière ces exercices, soi-disant nécessaires à la sécurité, se cache un régime qui tremble, qui sait que son règne de fer touche à sa fin. La Côte d'Ivoire ne pliera pas éternellement sous le joug de cette tyrannie militarisée. L'histoire nous l'a appris. Chaque dictateur a une fin, et le régime Ouattara ne fera pas exception. C'est-à-dire, toi, ta maman a vendu banane braisée, pain condiment, galettes sur le trottoir pour payer tes études. Aujourd'hui, tu sors maire, député, ministre. Toi, tu ordonnes à tes gars de casser table de ces vieilles-là. Toi, ta maman a vendu banane, d'autres m'ont vendu dans les marchés. Sale, sorti à 4 heures pour aller vendre, payer vos fournitures, vous mettre à l'école. Aujourd'hui, vous êtes ministre, député, mais vous ordonnez à vos gars de casser table de ces vieilles-là. La vieille, elle va vivre comment? Elle est une veuve, son mari est décédé. Combien d'enfants? Ces galettes qu'elle vend là. Comme Dieu, il est Dieu, il ne peut pas la laisser là. Petite galette qu'elle vend là. La hand de fourniture sort dedans. Inscription de ses enfants. Le loyer. Tout sort dans le petit couloir que vous voyez là. Vous venez vous y arracher ce couloir. La vieille là doit vivre comment? Quand vous avez besoin d'elle, vous le partez jusqu'à dans les marchés, vous mettez en genoux, étant en costume, avec vos parfums de millions, vous en avez vos souliers, vous mettez à côté de nos mamans là dans les marchés, là, tirez photo, prenez les images pour chercher vos pouvoirs. Et une fois que vous avez le pouvoir, vous prenez ce pouvoir là pour les piétiner. C'est ça là, j'ai dit. Et puis ils disent que non, tapez sa bouche, arrêtez-les, il est comme ça. Est-ce qu'on a besoin d'être joli pour dénoncer ça là? On n'a pas besoin d'être joli ou aller loin à l'école pour expliquer ça là. Ça là, même si quelqu'un te dit pas, toi-même tu sais que ça la malédiction dedans.
Ma lutte là, c'est la sécurité sociale pour une prise en charge éventuelle. C'est ma lutte. C'est pas aujourd'hui, ça fait 2 ans, je lutte comme ça, c'est comme ça et suis. Madame Nebio, mais qu'est-ce qui est réservé pour les jeunes qui ont refusé d'aller mourir en Libye, pour les jeunes qui ont décidé de rester au pays et grouiller ici? Qu'est-ce qui est réservé pour ces jeunes-là? Qu'est-ce qui est réservé pour les jeunes vendeurs de autos qui se débrouillent un peu, une voiture, 2 voitures, qui faisaient venir les voitures un peu pour vendre? Aujourd'hui, les taxes sont tellement élevées qu'ils ne peuvent plus le faire. Ils deviennent comment étant au pays? Ils payent les loyers comment? Ils vivent comment? C'est ma question. Grand carrefour de Koumassi, ancien Koumassi, grand carrefour de Makori. Les jeunes qui n'ont pas Koto, qui veulent faire venir les voitures, vendre un peu, payer la scolarité de leurs enfants, payer les loyers, pour pouvoir survivre et se maintenir, pour ne pas aller mourir là. Qu'est-ce qui est réservé pour ces jeunes-là? C'est ma question. Les élèves qui ont passé tout leur temps, toute leur vie à aller à l'école, finir l'école, venir s'asseoir leur diplôme, avec ceux qui ne sont jamais allés à l'école. Et c'est ceux mêmes qui ne sont jamais allés à l'école qui les dépannent souvent. Qu'est-ce qui est réservé pour ces élèves-là avec leur diplôme? Ils doivent mourir de faim avec leur diplôme. C'est ma question. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Chers abonnés, votre perspicace et chevronné investigateur est toujours là, plus résolu et combatif que jamais, malgré le poids des ans et une répression féroce. L'année 2025 sera celle de tous les défis. Il est temps de se lever, de s'unir, de s'opposer à ceux qui veulent confisquer notre pays et notre destin. Il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chrissiapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Ensemble, restons informés, résistons et affirmons la force de notre conviction. Chrissiapi ne ment pas. Retrouvez Chrissiapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Chrissiapi demeure combatif. Les barboses cybernétiques d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron attaquent les plateformes numériques de Chrissiapi. Résistons et ripostons ensemble. Les services secrets d'Alassane Ouattara et d'Emmanuel Macron, aidés par des barbouzes odieux, ont lancé une série d'attaques lourdes contre mes plateformes sur le net. D'ailleurs, mon ancien compte Twitter, @Chrissiapi4, a lui été bloqué. Nos adversaires ont créé de nombreux comptes et chaînes fake juste pour limiter notre visibilité sur la toile et notre impact d'éveilleur de conscience. Ma chaîne YouTube principale, la Chrissiapi TV officielle, fait l'objet d'attaques cybernétiques quotidiennes. Alors il est très important de vous assurer d'être sur la chaîne authentique de Chrissiapi en adoptant des réflexes simples. Tout d'abord, le nom de la chaîne, Chrissiapi TV officielle. Ensuite, la validation de la chaîne par YouTube, le petit crochet. Enfin, le nombre élevé d'abonnés, qui en date du 10 décembre 2021 était supérieur à 404 000. Chers auditeurs, il nous faut rester combatifs. Voilà pourquoi Chrissiapi vient de créer une 2e chaîne YouTube dénommée Chrissiapi TV New, ainsi qu'une chaîne Chrissiapi TV officielle sur Dailymotion pour parer à toute éventualité. Les adresses de toutes mes chaînes sont indiquées dans le descriptif de cette vidéo. Je vous invite à vous y abonner en grand nombre afin d'être toujours informé et de ne rien perdre de mes investigations. Notre but est de disperser l'énergie de l'ennemi et d'atteindre le plus grand nombre d'Africains et amis de notre continent en quête de démocratie et soucieux de la recherche de la vérité. Le combat devenu numérique est intense. En effet, depuis que nous avons annoncé les grands dossiers de Chrissiapi sur les scandales du gouvernement d'Alassane Ouattara,
Il ne se passe pas de jour sans que nous soyons l'objet d'attaques cybernétiques massives. Le but est de nous faire taire. Pourquoi? Que veulent-ils cacher au peuple? Les dossiers sont déjà au frigo. Barabana, c'est-à-dire le travail est fini. Restez à l'écoute, car bientôt Chris Yapi vous présentera ses nouvelles plateformes numériques. Nous demeurons combatifs. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart. Chers abonnés, votre perspicace et chevronné investigateur est toujours là, plus résolu et combatif que jamais, malgré le poids des ans et une répression féroce. L'année 2025 sera celle de tous les défis. Il est temps de se lever, de s'unir, de s'opposer à ceux qui veulent confisquer notre pays et notre destin. Il est essentiel que vous partagiez massivement cette vidéo et que vous vous abonniez dès maintenant à toutes mes plateformes dont les adresses apparaissent à l'écran. Ma seconde chaîne YouTube, Chris Yapi News, ma toute nouvelle chaîne Rumble, mes comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads. Ensemble, restons informés, résistons et affirmons la force de notre conviction. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.